La parole est à Monsieur Philippe Gosselin, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues rapporteurs, mes chers collègues, je commencerai mon propos par quelques interpellations. Ce n'est pas en lien avec l'actualité, les miennes sont verbales, mais je viserai en premier lieu et tout d'abord le Président de la République. Oui, Monsieur le Président de la République, qu'avez-vous fait de vos engagements, ceux qui ont été évoqués par le Premier ministre Manuel Valls en votre nom dans un grand journal le 3 octobre 2014 qui précisait qu'à votre demande, je cite, le ministre des Affaires étrangères prendrait dans les semaines qui viennent des initiatives pour trouver le cadre approprié, sous-entendu à la lutte contre la GPA. Et, Monsieur le Premier ministre, qu'en a-t-il fait de ces engagements de lutter, je cite, contre une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps des femmes? Je vous pose la question. Hélas, 622 jours après, nous en sommes toujours au même point. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame la garde des Sceaux de cette époque, que n'avez-vous bougé, agi pour mettre en œuvre une politique de lutte efficace, réelle, contre ce qu'on vient d'appeler une forme d'esclavage du XXIe siècle? Au-delà du discours des incantations, hélas, il ne s'est rien passé pour lutter contre cette pratique contraire à la dignité de la personne humaine. Ou plutôt si, le gouvernement s'est abstenu volontairement d'agir quand il pouvait le faire. Par exemple, en n'interjetant pas appel de 2 arrêts de la CEDH rendus dans 2 cas d'espèce le 26 juin 2014, Menson et Labassé, quand il était alors temps d'agir. Oui, le gouvernement a laissé faire. Les sites marchands se développent sur notre territoire. Des réunions d'agences internationales sont organisées dans de grands hôtels. Des filières sont désormais connues sur notre sol, mais peu de poursuites sont engagées et pas de sanctions. Le gouvernement apparaît donc comme totalement passif. Je me demande même si en réalité il n'est pas complice. En effet, j'en veux pour autre preuve l'article 15 septies du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle qui prévoit une procédure assez extraordinaire de réexamen en matière civile. Trop long ici sans doute pour rentrer dans le détail, mais il y a là, à n'en pas douter, et c'était examiné dans cette enceinte il y a à peine quelques semaines, une nouvelle brèche à l'interdiction de la GPA. Assez de fauner, il est temps d'agir, temps de passer à l'action et de se mobiliser. Si le droit interne interdit la pratique de la GPA, les possibilités d'y recourir à l'étranger se multiplient et constituent autant de remises en cause. Que valent alors les interdictions franco-françaises, certes bien réelles sur notre sol, mais si tout est fait pour qu'en réalité elles soient de facto inopérantes et que les digues françaises ne soient que des digues de sable? De manière plus générale, depuis une trentaine d'années, les progrès scientifiques dans le domaine des sciences de la vie, de la santé, se sont accélérés et suscitent bien des interrogations au sein de nos sociétés, de nombreuses questions d'ordre éthique qui trouvent un écho croissant au fur et à mesure de la diffusion des techniques. La recherche sur l'embryon, le clonage thérapeutique ou reproductif, la brevetabilité du génome humain en constituent des phénomènes, des manifestations assez spectaculaires. L'eugénisme peut-être aussi, le trafic d'organes ou le développement de la gestation pour autrui en représentent des dérives très inquiétantes. La France a longtemps été moteur. Oui, sous l'impulsion de François Mitterrand, et une fois n'est pas coutume, je lui rendrai hommage, la France a été moteur. Elle a été le premier pays à créer un comité consultatif national d'éthique en 1983. Elle a été le premier État en Europe à se doter d'une législation complète en matière de bioéthique en 1994. Elle a joué un rôle majeur dans l'adoption de la Convention d'Ovidio du 4 avril 1997. Mais aujourd'hui, les principes posés il y a plus de 30 ans se trouvent de plus en plus fragilisés. Car avec la GPA, et c'est bien de cela dont il s'agit, les principes sont attaqués de toutes parts, emportés par le flot d'un libéralisme qui a compris qu'il y avait un vrai marché possible autour du désir fort louable, fort respectable du désir d'enfant, mais un marché qui est estimé à près de 3 milliards de dollars. Ce marché est organisé comme tout marché
en filière qui nourrit des agences, des cabinets d'avocats, des recruteurs, des intermédiaires qui nous affirment la main sur le cœur que naturellement tout cela est bien éthique. Oui, que la GPA peut être éthique quand elle se prête avec générosité au don. Quel oxymore, quelle atteinte intrinsèque au respect fondamental des droits humains. Il ne s'agit pas ici de faire don de soi, mais d'interdire de faire don ou commerce d'un autre, ce qui est très différent. Bien évidemment, nous devons, et c'est logique, c'est normal, c'est très humain, avoir de l'empathie pour celles des femmes, ceux des couples qui ne peuvent avoir d'enfants car ils sont stériles. Oui, bien sûr, derrière ces couples se cache beaucoup de détresse, de douleur, mais sans aucun doute beaucoup de blessures. Mais on ne rappellera jamais assez ce qu'est en réalité la grossesse pour autrui. Une marchandisation du corps de la femme, une réification, la logique du marché poussée à l'extrême qui en incite certaines, par besoin d'argent le plus souvent, à céder une forme de prostitution, à accepter des contrats où elles ne sont plus libres de disposer d'elles-mêmes et pendant de nombreux mois devant répondre, oui, à un cahier des charges précis. Les républicains de tous bords, doivent donc s'unir pour lutter contre la GPA. Les propositions de loi que nous déposons, que nous défendons avec Valérie Boyer, permettront, je l'espère, de faire des passerelles dans le prolongement de l'initiative qui a été prise par Madame Dumont et un certain nombre de ses collègues. Je les salue le 2 février dernier en organisant des assises pour l'abolition universelle de la maternité de substitution. Oui, il faut dire stop à la réification, à la marchandisation du capital entre guillemets humain et affirmer qu'il ne saurait y avoir de maternité de substitution, de GPA éthique, qu'elle concerne des couples homosexuels ou hétérosexuels. Surmontons donc nos différences et soyons au rendez-vous de cette génération qui a besoin d'affirmer des valeurs éthiques. Nous proposons un dispositif en 3 volets, constitutionnel, législatif, mais aussi international, complet, cohérent. D'autres avant nous s'étaient aussi mobilisés, comme Jean Leonetti, que je salue, Paul Salin, Hervé Mariton et d'autres, qui avaient déposé un certain nombre de propositions et beaucoup travaillé. Il y a d'abord une proposition de loi constitutionnelle que j'ai déposée en 2013 et qui vise à inscrire dans la Constitution le principe d'indisponibilité du corps humain. Il y a ensuite la proposition de Valérie Boyer, qui défendra tout à l'heure avec talent, avec conviction, le renforcement de l'arsenal juridique relatif à l'interdiction de la GPA. Le 3e volet, parce qu'il doit y avoir un 3e volet, il est constitué d'une action rigoureuse, vigoureuse au plan international. La France doit en effet prendre la tête de ces pays qui entendent abolir la gestation pour autrui jusqu'à l'extérieur de leurs frontières. Je ne sous-estime pas la difficulté. Je n'oublie pas que les standards divergent selon les peuples. Mais certaines causes, qui paraissaient des causes perdues, ont fini un jour par triompher. Oui, même aux États-Unis, l'esclavage a fini par être abandonné. Même aux États-Unis, la ségrégation raciale semble avoir pris fin, au moins nous le dit-on, depuis la fin des années 60. Donc pas de leçon de certains pays, je vous en prie, soyons tous modestes. Je refuse en tout cas ce dumping éthique, cette forme d'alignement sur le moins-disant éthique qui rallie à la loi du marché des hommes et des femmes dont nous n'ignorons pas pour autant la douleur de ne pouvoir être parents. Mais est-ce l'intérêt des enfants d'être ainsi conçus ? Posons-nous la question des conséquences physiques, psychologiques pour la mère qui a porté l'enfant, pour ce dernier. Qu'en sera-t-il de leur équilibre psychologique sur le long terme ? L'amour reçu et donné, et que nul ne conteste, n'est pas le seul élément, bien évidemment, à prendre en compte dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou celui de la femme. Alors il est important d'agir, il est important de nous emparer des pouvoirs que la Constitution nous a donnés. Le principe d'indisponibilité du corps humain est aujourd'hui un principe d'ordre public, consacré par le juge, par un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1991, mais nous devons aller plus loin. Ce principe n'a pas été explicitement affirmé par le législateur. Il y a une reconnaissance indirecte. Mais si ce corpus adopté permet d'aller plus loin, il faut affirmer la supériorité des principes. Ma proposition de loi constitutionnelle repose sur un principe clair. Nous avons, depuis 30 ans, posé de beaux jalons. Mais il faut aller plus loin, car ceux-ci sont en train de s'effondrer. Plusieurs décisions prises par la CEDH, par la Cour de cassation ces dernières années en matière de filiation,
constituent en effet autant d'éléments de fragilisation qui peuvent ébranler l'édifice. Des coups de boutoir aux valeurs françaises et républicaines fondées sur l'indisponibilité du corps humain se multiplient, qui rendent d'autant plus nécessaire son inscription dans la Constitution. Du reste, l'inscription dans la Constitution de tels principes n'est pas totalement nouveau. En 1977, un groupe de travail présidé par Edgar Faure prévoyait aussi le droit à la vie, à l'intégrité physique et morale. Le comité Vedel, en 1993, proposait de compléter l'article 66 de la Constitution. Plus récemment, les comités Balladur et Veil se sont interrogés sur l'opportunité d'inscrire dans la Constitution des principes de dignité de la personne humaine. Alors, je considère, et je conclurai, Monsieur le Président, rassurez-vous, qu'au regard des défis croissants auxquels nos sociétés sont confrontées, il faut agir. Il ne peut y avoir de relativisme. Oui, réellement, je pense, en vous proposant d'adopter cette proposition de loi qui nous est soumise, que nous faisons une œuvre utile. Une œuvre utile car il n'en demeure pas moins, même si il y a un vote défavorable de la commission des lois, qu'il nous revient de prendre nos responsabilités dans ce domaine du droit où les choix engagent doublement notre conception de l'homme, en tant que personne humaine dans sa dignité et sa liberté, en tant qu'espèce humaine dans son identité et sa diversité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gosselin.